Philippe Randal, bonjour, vous êtes secrétaire de l'Union locale de la CGT. En quoi ça consiste? Ça consiste à mettre en relation tous les syndiqués CGT du bassin d'emploi de Vitré et de coordonner l'activité des syndicats CGT de Vitré au plan local. Donc pour renforcer leur activité et assurer la défense des salariés surtout, notamment par exemple au travers des permanences juridiques que nous assurons régulièrement le mercredi soir. De profession, vous êtes enseignant, Oui, enseignant au lycée La Champagne à Vitré. Vitré. Vous enseignez? Alors moi j'enseigne la prévention santé et environnement, donc qui est en fait une discipline typique de lycée professionnel, qui en fait concerne la sécurité au travail notamment, la santé et la sécurité. Et donc voilà, je suis à Vitré-la-Champagne depuis 27 ans maintenant, donc ça fait pas mal de temps, et je vois défiler des générations de futurs ouvriers, employés, puisqu'on a des bacs pro, on prépare des élèves à des bacs pro ou des CAP, CAP, bac pro, et dans le domaine de la plomberie, de l'électricité, du bois, de la peinture, bâtiment secondaire on va dire, et dans le domaine tertiaire également. Ok. Donc dans le cadre de cette entrevue avec Vitré Insoumise, on va discuter un peu de cette activité syndicale que vous menez au sein de l'enseignement, au sein des différents services publics, et d'ouvrir un peu sur le secteur privé. Comment vous décririez la situation de votre établissement? On va commencer par votre cadre local de Professionnel. travail. Ouais. La réalité de l'enseignement professionnel à Vitré aujourd'hui. C'est un petit établissement qui historiquement s'implante bien dans le bassin de Vitré parce que c'était à l'origine un petit établissement bâtiment, donc qui servait de soutien à l'artisanat, l'artisanat local entre autres. On a à peu près 320 élèves. C'est un métier maintenant effectivement qui devient difficile. Mais l'établissement a été rénové, donc on ne peut pas se plaindre là-dessus. C'est vrai qu'on est assez bien équipé. La difficulté, c'est toujours la question un peu de moyens horaires en termes de personnel, parfois un peu juste, et puis la difficulté inhérente au métier d'enseignant avec un public très hétérogène, on va dire, difficile parfois. Donc il faut absolument qu'on soit en mesure d'aider ces jeunes, à avoir une formation qualifiante et puis à s'intégrer dans le monde du travail. D'accord. Dans le cadre de cette campagne présidentielle, on entend beaucoup parler de la formation, de l'éducation, enfin beaucoup, peut-être pas assez, mais beaucoup. Et puis souvent on nous présente l'alternance, l'apprentissage comme des solutions miracles. Vous qui êtes un acteur de l'enseignement professionnel, comment vous voyez ça aujourd'hui? Nous, surtout en tant que CGT, on n'est pas très favorable au développement disons, excessif de l'apprentissage. L'originalité du dispositif français en matière de formation professionnelle initiale surtout, c'est-à-dire des jeunes, des mineurs, c'est qu'il propose une formation en lycée professionnel pilotée par l'éducation nationale. Ouais. L'apprentissage, c'est autre chose. L'apprentissage, c'est ce qui prévalait avant l'existence des lycées professionnels. Justement, en France, on a mis en place ce dispositif pour que les jeunes soient intégrés, comme tous les autres jeunes, à la formation secondaire, à la formation de lycée sous l'égide de l'éducation nationale. Donc on a souvent eu le slogan dans les années passées, on disait lycéen professionnel, lycéen à part entière. Ouais. Et on tenait à cette intégration parce qu'elle est garante d'une certaine neutralité, de laïcité, et aussi d'efficacité au final, parce que ça permettait aussi aux jeunes d'accéder à des formations d'enseignement général qui pouvaient éventuellement le faire évoluer après dans le cadre d'une orientation professionnelle. Alors que quand on est dans le cadre d'un apprentissage,
l'élève travaille en tant qu'apprenti, il a un contrat, il a toutes les contraintes liées à la vie professionnelle. Et se plonger en même temps dans la vie, dans l'enseignement, pour accéder à la culture, par exemple, c'est quelque chose de difficile. Et il reste tributaire quand même de décisions de son employeur. Son contrat peut être rompu en cours d'année. Donc tout cela fait qu'il est plus vulnérable et plus inféodé à des décisions de privé. Et tandis que le système d'éducation nationale, lui propose une sorte de protection, de garantie sur le plan de sa formation. Voilà, c'est pas pareil. L'apprenti, c'est pas le lycéen professionnel. Et je pense que les chances ne sont pas égales. Donc, puis d'un secteur à l'autre, d'un patron à l'autre, ça va changer. Le lycée professionnel apporte quand même des garanties, une certaine garantie d'équité, de traitement, de protection des mineurs, de qualité d'enseignement sur le plan général. Voilà. Donc, pas très partisan de l'apprentissage à outrance. Ça peut être un outil pertinent pour des gens qui ont déjà un bagage. D'accord. Et qui ont déjà un certain âge. Là, je m'y opposerai pas, forcément. Mais je ne pense pas que ce soit la solution d'avenir. Je pense que la solution d'avenir, d'ailleurs on le dit dans nos propositions, c'est l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans. Oui. Donc c'est pas pour les mettre dans un contrat de travail. D'accord. Hein. On rappellera qu'un bac professionnel, c'est quand même 22 semaines de stage, c'est ça ? C'est ça, 22 semaines donc de 6 stage. semaines par an, 6 semaines en première année, puis 8 semaines. C'est ça, oui, c'est ça. Et oui, donc là, il y a une vraie immersion dans le monde professionnel qui est, à votre avis, suffisant pour un lycéen de 16 ans, 17 ans. Voilà, c'est ça. Hein. Je pense qu'après, il y a effectivement une part d'expérience concrète qu'on peut avoir que quand on est dans le travail, en situation de travail. Mais faut pas oublier qu'on a affaire donc à des jeunes qui sont en formation, donc on peut pas tout faire. Je pense qu'on peut pas forcément avoir le patronat ne peut pas exiger qu'un jeune soit de 18 ans soit immédiatement opérationnel avec un rendement efficace quand il rentre dans l'entreprise. C'était pas le cas il y a 50 ans, ça n'est pas le cas aujourd'hui, c'est normal. Il faut une période d'adaptation. Je pense que cette période d'adaptation, c'est à l'entreprise de l'assurer. Nous, Éducation nationale, on doit assurer aux jeunes une formation qualifiante qui le positionne au départ dans le marché du travail, pour ça qu'on parle de formation initiale, et qui lui donne ses chances d'évoluer de manière intéressante, favorable. Et donc il faut pour ça une culture générale, un certain nombre d'éléments qu'il ne pourrait acquérir en entreprise qui est forcément inféodée aux contraintes économiques. Donc voilà. Sur votre réalité d'activité syndicale, est-ce que vous suivez des jeunes en apprentissage ? Est-ce que vous voyez des situations difficiles pour certains jeunes ? Est-ce que vous avez des remontées par rapport à ça, leur réalité d'apprentissage qui serait difficile, sur des horaires, sur des vacances, sur des rythmes de travail qui seraient pesants pour des jeunes de cet âge-là ? Alors honnêtement, j'ai eu connaissance sur le plan syndical. J'ai accueilli une fois un apprenti qui lui avait c'était les parents qui l'accompagnaient parce qu'il subissait un problème de harcèlement. Donc puis c'était une affaire sérieuse. Hein. Donc et puis j'ai dû accueillir un autre apprenti pour un problème de salaire. C'est quand même pas effectivement si fréquent de voir des apprentis qui sont en situation conflictuelle avec leur patron, mais tout simplement, et qu'on va voir à la permanence syndicale, mais tout simplement c'est parce que souvent le contrat a été rompu déjà. Enfin, je veux dire, ces jeunes qui rompent leur contrat d'apprentissage nous arrivent au lycée. Parce qu'il faut bien continuer. Oui, d'accord. Voilà. Donc,
ils vont pas forcément aller voir parce qu'ils ont un conflit avec le patron, l'appartenance syndicale CGT ou d'un autre syndicat. Et ça va pas être ça. Mais alors ça, la réalité du flux, le nombre d'élèves qui arrivent parce qu'ils ont rompu leur contrat, vous en accueillez beaucoup dans un établissement comme celui de Vitré dans une année, ou ça reste marginal? Non, ça reste marginal, mais ça reste marginal parce que finalement l'apprentissage reste quand même assez marginal d'une manière générale. Nous, on a des sections d'apprentissage à l'intérieur du lycée, faut le savoir. Parce que justement, on nous l'a plus ou moins imposé à une époque. C'était un petit peu, il y avait aussi un phénomène de mode parfois. Il y a des phénomènes de mode et il fallait développer l'apprentissage. Donc on nous a dit il faut ouvrir une section d'apprentissage. Et on a ouvert à un niveau, mais un niveau 4, c'est-à-dire BP. Donc on a des BP apprentis. Donc c'est déjà des jeunes qui ont souvent un CAP derrière eux. Donc bon, a priori, il n'y a pas j'ai pas entendu parler de difficultés. Moi, je ne les ai pas en tant qu'élève, mais je ne crois pas qu'il y ait des difficultés particulières de rupture d'apprenti, de contrat. Mais ça peut arriver. En tout cas, ça c'est évident. En tout cas, on a un petit pourcentage. Bon, je ne saurais pas trop l'évaluer. Par section, on a bien 1 ou 2 élèves qui nous arrivent parce qu'ils ont rompu un contrat d'apprentissage et qu'il leur faut bien une solution. D'accord. Ok. Voilà, sur ce premier temps, sur le lycée professionnel, qu'est-ce qui remonte au sein de l'union locale de la CGT sur la réalité des services publics sur Vitré aujourd'hui? Ce qui remonte, c'est l'inquiétude qu'on peut avoir par rapport à leur maintien, y compris dans une ville comme Vitré, qui pourtant a une démographie, me semble-t-il, assez dynamique. Moi, je pense que, notamment dans le secteur santé, ce qui remonte, c'est quand même que il y a eu une période où on était inquiet pour le maintien de l'hôpital à Vitré. Alors, semble-t-il que, pour l'instant, il soit entendu que l'hôpital de Vitré se maintienne, mais ça n'est plus d'actualité en tout cas, mais c'est ça qui nous inquiète, à la fois la question du maintien de l'hôpital. C'est important d'avoir une maternité, par exemple, dans une ville comme Vitré, et puis à la fois son mode de fonctionnement, puisque tous les établissements, beaucoup d'établissements hospitaliers sont dans des contraintes de gestion un peu tendues. Et donc, on sait que les conditions du coup de travail, l'effectif des personnels se détériore, quoi. Donc, voilà ce qu'on sait, ce qu'on entend. Maintenant, nos moyens d'action sont assez limités, faut dire les choses, au niveau sur l'hôpital. Okay. Ouais. Après, il y a la question de la Poste aussi, qui a eu quelques soubresauts aussi. Dans son organisation, à un moment donné où il y a eu des travaux. Voilà, on reste toujours vigilant par rapport à ces points-là parce que la tendance serait à la concentration des services. C'est ça, la fusion du courrier et des colis, c'est ça. C'est ça. D'accord. Donc on a aussi eu la question de la distribution du courrier, où effectivement avec les facteurs et puis la réforme facteur d'avenir, avec la baisse d'activité liée au courrier. Donc voilà. C'est quoi ça, facteur d'avenir? Facteur d'avenir, c'était une réforme qui a été portée par la direction, où on réorganisait les tournées de facteurs. Et alors les facteurs étaient mécontents, il y a eu un mouvement de mécontentement des facteurs. Et puis alors on leur allongeait les tournées. Enfin, c'était un petit peu, faut rentrer dedans, c'était un petit peu technique. Et on leur faisait faire autre chose que la distribution du courrier. Donc c'était assez complexe pour eux, ça n'améliorait pas leurs conditions de travail. Donc ils ont dû un petit peu se bagarrer pour rester sur quelque chose conforme à leurs attentes, à leur métier. Maintenant, après, je ne saurais pas vous en parler dans le détail.
Mais voilà, c'est la Poste aussi, ça c'est un secteur public où il y a beaucoup de choses qui se passent et qui, en gros, comme dans beaucoup de secteurs de l'État, on veut réduire le format, et puis économiser du personnel. Sur la fonction publique territoriale, est-ce que vous êtes particulièrement implanté? Est-ce qu'il y a des luttes qui se mettent en place sur ce point-là, territorial? Alors sur la fonction publique territoriale, nous à la CGT on n'est pas très implanté, on est implanté à Fougères mais pas tellement à Vitré. On avait des camarades mais qui étaient plutôt dans le secteur artistique, centre culturel et artistique. Et voilà, l'inquiétude aujourd'hui, elle vient, j'allais dire, quasiment des candidats au présidentiel. D'accord. On pense que la fonction publique territoriale sera dans le collimateur d'un certain nombre de candidats, pas Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, mais voilà. Et parce que on exige beaucoup maintenant de la fonction publique territoriale. Ils ont une image peut-être un peu détériorée, avec des a priori, alors qu'ils font énormément de choses. Moi, je pense que ici, à Vitré, en tout cas, on est dans un cadre où les territoriaux font me semble-t-il, un travail remarquable. Je trouve que la ville est bien tenue, propre. Il y a du service d'assuré. Bon, pour l'instant, c'est comme partout dans la fonction publique, c'est la question de l'emploi qui va se poser, et le maintien de l'emploi. Donc là aussi, on a des points de vigilance à avoir. Et puis un champ de syndicalisation, parce que c'est pas un secteur où on syndicalise facilement. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que sur le quinquennat qui vient de se passer, est-ce que vous voyez des répercussions sur le pays de Vitré des différentes lois qui sont passées, la loi El Khomri, l'ANI, toutes ces choses-là, qui rendraient aujourd'hui les conditions de travail plus délicates sur le pays de Vitré? Oui, probablement, parce que d'ores et déjà, des entreprises qui se réorganisent s'appuient déjà sur les textes de la loi El Khomri, et pour imposer des accords qui ne sont pas forcément favorables aux salariés par rapport à ce qu'ils connaissaient jusqu'alors. Donc, je ne sais pas si je dois citer l'entreprise, mais il y a une grande entreprise, en tout cas à Vitré, qui réorganise son pôle logistique et qui propose des horaires très défavorables aux salariés, dans des conditions défavorables aux salariés, en s'appuyant sur effectivement la mise en place de la loi El Khomri. Donc c'est appliqué immédiatement. C'est vraiment une opportunité pour les entreprises, mais qui évidemment ne servent pas à l'intérêt des salariés. Donc ça se met en place concrètement tout de suite en ce moment. Donc alors il y a voilà, une grande entreprise, mais elle n'est certainement pas la seule. Ça ne me revient pas en tête, mais il y en a sans doute d'autres. D'accord. Donc là, vous, en tant que militant CGT, vous suivez ces dossiers-là de près. Ça représente pour vous votre activité de militant CGT. Que ça représente combien de temps? Qu'est-ce que vous faites particulièrement? Est-ce que vous suivez ces accords-là sur le terrain pour défendre les droits des salariés sur les entreprises? Est-ce qu'il y a un temps important de contact dans l'entreprise, d'aller chercher des points d'appui? Comment vous organisez votre militantisme? C'est vrai que c'est chronophage. Après, on fait sans doute, c'est encore insuffisant par rapport à ce qu'on devrait faire. On fait ce qu'on peut, mais alors on essaie effectivement d'avoir des contacts réguliers avec nos représentants syndicaux des diverses entreprises du privé où on est implanté. Alors souvent, quand ils viennent nous voir, c'est pour en fait mettre noir sur blanc des propositions quand ils ont des questions à poser ou bien quand ils ont des revendications à poser. Soit dans le cadre des NAO, par exemple, ou dans le cadre de négociations annuelles obligatoires.
soit dans le cadre des questions que les délégués du personnel posent régulièrement aux chefs d'entreprise. Ok. Donc là, on Là, voit ça. ils ont besoin d'un appui. Ils ont besoin d'un appui. En termes légal, en termes. Concret pour la rédaction, hein, pour la ok. rédaction, la mise en forme, Ok. et pour que ce soit présentable D'accord. au chef d'entreprise. Donc ça, c'est les délégués syndicaux de chaque boîte qui Oui. viennent vous voir et Voilà. qui demandent votre expertise sur ce point-là. Quoi. C'est Ok. ça. Hein. D'accord. Donc ça, c'est une grosse partie de votre temps. Voilà. Et puis la partie aussi qui est chronophage, c'est l'organisation, hein, tout simplement, notre organisation, hein, la tenue de secrétariat, le fichier, l'accueil du public le mercredi. Hein, D'accord. donc ça nous prend un peu de temps, et puis il y a quand même des réunions sur Rennes, hein, bien sûr, hein, avec les organisations interprofessionnelles au niveau départemental pour des questions de coordination, hein, coordination des unions locales. Ouais. À Rennes, et puis bon, après, moi je siège aussi à la commission exécutive de l'union départementale, donc forcément il faut que je m'y rende régulièrement. Hein. Donc pour rendre compte un petit peu de la situation et pour m'informer aussi de la situation au plan national. Et puis oui, voilà, après des manifestations locales, ça peut aussi nous occuper. Donc là on est en train de préparer le 1er mai. Et puis voilà, après on discute aussi de plans de parrainage pour aller aux portes de l'entreprise distribuer matériel, justement. Alors c'est un matériel souvent qui appelle à la syndicalisation, mais ça peut être un matériel qui va concerner l'entreprise elle-même, mais ça dépend. Ça dépend à quel type d'entreprise on s'adresse aussi. Hein. Si on a un délégué syndical dans l'entreprise, on va distribuer un matériel sur des problématiques d'entreprise. Donc, et si on n'a pas de délégué syndical, si on n'a pas de représentation syndicale CGT dans l'entreprise, à ce moment-là, on va distribuer un matériel général. D'accord. Et donc, c'est quoi votre argument sur la syndicalisation? Parce que je ne sais pas si ce discours est dominant, j'en sais rien, mais sur cette idée que on n'a pas plus forcément besoin des syndicats, qu'on n'a plus forcément besoin d'organismes qui seraient très centralisés comme les centrales syndicales, soit qu'on peut se débrouiller tout seul, soit qu'il peut y avoir un dialogue social dans l'entreprise qui soit plus direct. Qu'est-ce que vous répondez à tout ce genre d'arguments? Alors là, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, le contexte n'est pas forcément simple pour nous. Mais on leur répond que les grandes conquêtes ne se sont pas faites sans eux, que le syndicat, c'est eux-mêmes, en fait. C'est une organisation qui a son histoire et qui a fait ses preuves, et que le syndicat, c'est eux. Donc c'est pas, on n'est pas quelque chose qui vient on n'est pas une église, quoi. Je veux dire, hein, et donc c'est pas facile d'expliquer ça. Et donc on rentre par l'état d'esprit solidarité, hein, surtout. On dit que c'est la solidarité qui a amené en fait les grandes conquêtes sociales, et c'est les luttes. Et pour ça, il fallait quand même s'organiser sur le long terme. Une organisation sur le long terme, c'est un syndicat. Alors après, c'est pas simple de les convaincre. C'est vrai que c'est pas simple de les convaincre, mais surtout, le salariat délègue beaucoup aux personnes. Il demande beaucoup aux représentants du personnel. Sans contrepartie, alors qu'il faudrait que chacun s'implique un maximum. Okay. Mais bon, il n'y a pas d'argumentaire type. Hein. Après, si, je pourrais ressortir quelques tracts, sans doute avec un argumentaire type, mais il ne me vient pas forcément à... Oui, mais votre positionnement personnel, c'est ça. C'est ça. On n'est pas une église, on est là pour fédérer des forces, et si on a besoin de vous, il va falloir vous y mettre aussi. Voilà, c'est ça. D'accord. Il faut vraiment qu'ils s'impliquent, parce que... Et d'ailleurs, dans les grandes conquêtes, pour être honnête, ça s'est fait au départ grâce aux syndicats, mais ensuite par la mobilisation forte des salariés qui étaient souvent, qui allaient au-delà de ce que souhaitaient les syndicats. Souvent. Ouais. Donc ça prouve bien que les syndicats ne font pas tout, mais ce qui fait
ce qui est déterminant, c'est la mobilisation des salariés. Donc je pense que c'est ça, notre argumentaire, c'est leur donner confiance, leur dire, mais si, vous pouvez faire des choses, et puis c'est sympa, en plus, il y a un côté assez sympa quand même, on se retrouve, on discute. Cette solidarité-là, c'est voilà, social dans l'entreprise, oui, voilà, ou dans le service public. Voilà, ça fait progresser, ça permet de prendre un peu de recul. Après, voilà. Ce qu'il faut, c'est avoir le temps. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément le temps quand on n'est pas sur le terrain. Il faut être sur le terrain, et donc c'est souvent nos délégués syndicaux qui sont là-bas, ou nos représentants, qui prennent des coups, c'est pas facile, et qui eux doivent essayer de trouver le temps pour en prendre un ou deux, puis faire des petits après. C'est-à-dire s'aimer un peu leur point de vue. C'est pas simple. Ok. Philippe Randal, on vous remercie. Donc c'était cette rencontre avec Philippe Randal de l'Union locale de la CGT pour Vitry Insoumise. Merci. De rien. Merci.